20h sur la RTV, bonsoir à tous. Les titres. Attaque de grande envergure à Nilé dans le Sahel. Une riposte apportée par les forces combattantes d'Alcoma. On compte plusieurs morts côté ennemi et du matériel récupéré. Les détails en ouverture d'édition. 121 millions pour le seul mois de septembre. Bilan des contributions à l'effort de paix. Exception faite des dons en nature. Plus d'1 milliard collectés depuis le démarrage de l'opération. Plus de 1800 moyens roulants et plus de 800 tonnes de vivres. Détails livrés par la commission de réception et de gestion des dons. Nous vous en faisons le point dans un instant. Hautement dangereux aussi bien pour l'homme que pour l'environnement, le cyanure. Plus de 300 caisses ont été saisies dans des entrepôts dans la ville de Puitenga, estimées à plus de 500 millions de nos francs, le où les propriétaires restent jusque-là inconnus. Les enquêtes diligentées par les services de douane des polices municipales et nationales se poursuivent à cet effet. La suspension du système LMD, l'installation d'un Wi-Fi, la réduction des coûts du transport en commun et l'amélioration de la qualité des services du SENU, autant de points de discorde et de revendications qui ont conduit à un mouvement d'humeur des étudiants depuis ce 8 novembre. Les acteurs réunis en ce jour ont priorisé le dialogue. Les échos en cours d'édition. Une fois de plus, bonsoir. L'engagement au front pour la lutte qui ne faiblit pas, idem pour celui de Burkinabé, à soutenir les forces combattantes. 121 millions ont été collectés pour le mois de septembre par la commission de réception des dons sans occulter les contributions en nature. Le point avec Sekou Zongo. Les Boys intensifient les actions de reconquête du territoire national et au même moment, les Burkinabés de l'intérieur et de l'extérieur ne se lassent pas de financer ce combat pour la souveraineté nationale et internationale du Burkina Faso. C'est en tout cas l'expression du bilan mensuel des contributions à l'effort de guerre fait par la commission de réception et de gestion des dons. Pour le seul mois de septembre, la commission enregistre en espèces 121 786 339 francs CFA dans son compte trésor et opérateur mobile. En nature, un lot de vêtements pour hommes et 3 motos de type Aloba ont été enregistrés et immédiatement mis à la disposition du commandement des opérations du Théâtre national. Le côté N a donc affecté le lot de vêtements aux veuves et orphelins des militaires tombés du 30e régiment de commandement d'appui et de soutien. 8 tonnes de maïs et 2 tonnes de riz ont également été mises à la disposition des veuves et orphelins des soldats tombés du 23e régiment d'infanterie commando basé à Dédougou. À la date du 29 septembre 2023, le cumul des dons en espèces se chiffre à 1 349 752 575 francs CFA pour un total de dépenses de 542 957 390 francs CFA, soit un solde du compte de 806 795 185 francs CFA. Les achats de lubrifiants au profit des détachements militaires, les réparations et militarisation des véhicules réquisitionnés, l'achat de carburant pour les VDP, l'achat de matériel et de prise en charge de la formation et la mise en condition opérationnelle des VDP, l'achat d'équipements tactiques d'unités spéciales, des bataillons d'intervention rapide sont entre autres des désignations de dépenses depuis le début des contributions volontaires. Et depuis le 18 novembre 2023, date à laquelle le capitaine Ibrahim Traoré a lancé l'appel à contribution volontaire à l'effort de guerre, plus de 853 tonnes de vivres, 1739 motos de type Aloba, 50 tricycles, 10 pick-up, des téléphones satellitaires, des lots de matériel militaire, du carburant et autres matériels nécessaires sont à comptabiliser au titre des dons en nature. Un effort remarquable des Burkinabés loué
par la commission de réception et de gestion des dons. Elle rappelle la nécessité d'un engagement continu et d'une poursuite de l'élan patriotique pour définitivement venir à bout de l'ire terroriste. Les contributions sont toujours recevables au numéro mobile monnaie, par virement bancaire, et pour les contributions en nature, les volontaires sont invités à prendre attache avec la commission au numéro suivant. Et pour ce mois de novembre, ce sont les ressortissants burkinabés au Congo qui donnent le ton avec une contribution de plus de 11 millions de nos francs. Une délégation a été reçue à cet effet par la chef de la diplomatie burkinabé. Le commentaire de Karim Bikenga. Ces Burkinabés vivant en République démocratique du Congo apportent leur contribution à l'effort de paix. Plus de 11 millions et demi. C'est le montant de leur rapport remis au ministre en charge des Burkinabés de l'extérieur. Même quand on est à l'extérieur, nous avons la fibre patriotique. S'il y a des problèmes dans le pays, nous le sentons aussi à l'extérieur. C'est dans ce sens-là que les Burkinabés vivant à RDC ont décidé de cotiser et de participer à la lutte qui se mène au pays. Parce que quand il n'y a pas la paix au pays, à l'extérieur, il n'y a pas la paix aussi. La chef de la diplomatie burkinabé, quant à elle, traduit la reconnaissance de la nation à ses compatriotes. Pour elle, ce don est une réponse à l'appel du chef de l'État. Cet appel qui a été lancé par son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, appelant tout Burkinabé où qu'il se trouve et quoi qu'il fasse, de pouvoir justement apporter sa pierre à l'édification de la patrie. Et cet appel-là a connu de l'engouement. Cette contribution est l'accomplissement d'un devoir, celui pour tout Burkinabé de participer à l'effort de paix, rappelle le ministre. L'expression de la reconnaissance est également matérialisée par cette attestation remise à la délégation. Nous vous l'annoncions hier, une décision de retrait de permis d'exploitation minière a été prise par le gouvernement lors du Conseil des ministres. Il s'agit de Yéhou, Guiro, Perquois et Kalsaka. Si la mine de Perquois a été liquidée par décision de justice, les autres sont jugées défaillantes en raison d'incapacités techniques et financières à poursuivre leur exploitation. Une décision saluée par bon nombre de citoyens qui exhortent l'État et les partenaires sociaux à s'approprier, à se réapproprier la gestion des sites. Le reportage de Adama Guiti et Chantal Ouetraogo. Le gouvernement décide du retrait de 4 permis d'exploitation minière au Burkina. Et pour cause, l'incapacité d'assurer une exploitation efficiente des ressources minières. Il y avait eu donc cette crise qui a donc secoué la mine de Perquois. En novembre 2022, la justice a ordonné la liquidation de la société Nantou Mining et les dispositions du code minier en son article 99 nous permet en ce moment de retirer ce permis. Il y a aussi la petite mine de Guiro depuis 2018. La société donc Comet Ressources qui a repris cette mine. Elle ne paye plus ses taxes et redevances. Et encore, elle a été coupable de fraude à la commercialisation de l'or. Il y a aussi le permis d'exploitation de la grande mine de Yéhou et qui n'a pas malheureusement connu une exploitation. Il y a enfin le permis d'exploitation de la grande mine d'or de Kalsaka, rétrocédé au groupe Balagi. Cette société n'a pas non plus exploité la mine depuis qu'elle a été rétrocédée. La mesure est saluée par nombre de citoyens de la ville de Ouagadougou. Oh, hier, quand moi j'ai vu ça à la télé, donc moi-même j'étais content, quoi. Ça ne nous arrange pas. Depuis des années, à beaucoup de mines ici, ça ne nous arrange rien du tout. Moi je suis content. On n'a qu'à continuer comme ça. Cette décision-là nous va droit au cœur. Je dis, s'il y a à fouiller encore sur certains dossiers flous là, ils n'ont qu'à continuer à fouiller. Meilleur contributeur au produit intérieur brut, le secteur minier nécessite une réorganisation selon ses citoyens. Toute chose qui va accroître les retombées pour le pays. Je pense même que beaucoup même de mines
Bon, il faut revoir même en tout cas les conditions même d'attribution. Les parts que l'État a, les parts qui reviennent au pays, voir ce qui ne va pas et prioriser ce qui va plus nous arranger. Pour la mine de Perquois, bon, ça nous tous on a vu, on a perdu des frères là-bas, peut-être par négligence. Les citoyens entérinent la réattribution de ces sites au programme de l'entrepreneuriat communautaire. Une occasion pour développer davantage cet ambitieux projet de la transition au profit des Burkinabés. Normalement, les permis d'exploitation même dans des terres burkinabées doivent être nationaux. Au lieu de que ce soit des gens qui exploitent. Et nous, au finish, on n'a que des miettes. Même l'APEC avec les partenaires nationaux, je pense qu'ils peuvent faire l'exploitation. Pour ces citoyens, le Burkina Faso regorge d'investisseurs locaux à même de soutenir l'État dans la gestion des richesses du sous-sol burkinabé. À Genève, en Suisse, et en marche de sa participation à la 44e session de l'examen périodique universel du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, le ministre de la Justice s'est entretenu avec des personnalités. Il a été question d'assistance judiciaire avec l'observateur permanent de l'OIDD, Organisation du droit de développement et de droit international humanitaire, et d'amélioration des conditions de détention avec le vice-président du CICR. Le point de ces audiences avec Sébastien Zongo, notre envoyé spécial. Le ministre en charge de la justice et des droits humains est au siège du comité international de la Croix-Rouge. Il est là pour une rencontre de travail avec le vice-président du CICR. Sur la table des échanges, plusieurs domaines de coopération, notamment celui concernant les personnes privées de liberté et la collaboration pour renforcer les capacités du système pénitentiaire en vue de garantir des conditions dignes et humaines de détention et de traitement. Nous avons également pu évoquer le travail du mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge dans le rétablissement du lien familial pour des personnes disparues. Et finalement, nous avons évoqué la collaboration sur le droit international humanitaire, notamment, c'est-à-dire le travail que nous effectuons notamment avec la commission interministérielle pour les droits humains et le droit international humanitaire, et le rôle du CICR, du Comité international de la Croix-Rouge, pour soutenir les efforts du Burkina Faso dans l'intégration du droit international humanitaire et le respect de ce droit dans les opérations. Le CICR, à travers la délégation sur place à Ouagadougou, nous appuie sur divers domaines, qu'il s'agit des personnes privées de liberté à travers le système pénitentiaire, qu'il s'agit aussi des renforcements des capacités, aussi de nos structures telles que le SP-CIMDH. Le CICR abat un travail énorme sur le terrain, donc il était de bon ton de passer, transmettre à la présidente et au vice-président les salutations du gouvernement et du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, et surtout faire un plaidoyer pour que notre collaboration puisse se renforcer et pour plus de bénéfices pour notre pays. Le ministre burkinabé de la Justice et des Droits humains, chargé des relations avec les institutions, a aussi rencontré l'observateur permanent de l'IDLO, l'Organisation de droit du développement, auprès de l'Office des Nations Unies à Genève, une institution qui appuie le ministère de la Justice à travers notamment le Fonds d'assistance judiciaire. Nous avons des projets concrets sur le terrain. Nous travaillons sur l'aide judiciaire, nous travaillons pour l'accès à la justice pour les femmes. Nous travaillons dans plusieurs domaines dans le pays, effectivement, comme j'ai dit, pour soutenir les efforts d'améliorer l'état de droit et l'accès à la justice. Notre partenariat que nous avons est très fructueux, que ce soit au niveau du ministère, au niveau du Fonds d'assistance judiciaire ou de la CNDH. Le programme a pu intégrer à la justice pénale du Burkina Faso, du Mali et du Niger qui vient à expiration en août 2024. Ça a été l'occasion pour nous de souhaiter que ce programme puisse être renouvelé afin que notre pays continue à bénéficier de l'appui. Le ministre de la Justice et des Droits humains, chargé des relations avec les institutions, a eu ses rencontres de travail en marge de la 44e session de l'examen périodique universel du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies.
Après la crise, la coopération pour une application réussie de la loi sur la promotion immobilière. Le ministère de l'Habitat ainsi que le promoteur et coopérative de logement social y travaillent. Une formation à l'endroit de ces derniers est organisée en vue de leur permettre une meilleure appropriation du texte et ses décrets d'application. Le compte-rendu de Adama Guiti et Aimé Solange Guigma. C'est un atelier d'appropriation de la loi portant promotion immobilière au Burkina et ses textes d'application. Une recommandation de la dite loi pour intensifier la communication en vue d'uniformiser les connaissances et les compréhensions des acteurs évoluant dans le secteur. L'initiative est du département en charge de l'habitat et des affaires foncières pour assurer une mise en œuvre réussie de cette législation. À ce jour, il n'existe plus juridiquement ce qu'on peut appeler société de promotion immobilière agréée. Il n'existe plus juridiquement les coopératives d'habitat qui évoluaient dans le domaine. Donc pour éviter justement qu'il y ait des compréhensions différenciées par rapport au contenu, et le ministère de l'Urbanisme a jugé opportun d'organiser cette session de formation. Durant 4 jours, les participants vont s'imprégner du contenu des 8 projets de décret et des 2 projets d'arrêté d'application relatifs à la publicité, aux conditions d'obtention, de suspension et de retrait des agréments de promotion immobilière et de coopératives de logement social et au cahier des charges générales applicables aux zones de promotion immobilière. Ce nouvel environnement juridique comporte également des innovations pour une bonne pratique de la promotion immobilière. C'est l'État ou la collectivité qui sont dorénavant les seuls habilités à aller auprès des populations pour mobiliser les terres. Il y a aussi la forme d'exercice de l'activité de promotion immobilière où la personne individuelle ne peut plus exercer. Il y a également les conditions, un meilleur encadrement des coopératives de logement social et aussi le renforcement des sanctions. Cette loi a été adoptée le 20 juin 2023 afin de permettre aux sociétés de promotion immobilière de se conformer et aux investisseurs et autres acteurs souhaitant évoluer dans le domaine d'avoir les instruments juridiques et l'assise adéquate pour exercer l'activité. Plus de 2000 dossiers réceptionnés, 699 au finish, sélectionnés pour une phase pilote de stage dans la région du centre. Il s'agit de jeunes placés en stage dans des entreprises informelles par le ministère de tutelle. Le projet est lancé ce 9 novembre et est mené en collaboration avec le Conseil national de l'économie informelle. Yafama Rojekam et Ismaël Diloma Sirima. Des diplômés sur le point de débuter des stages dans des entreprises informelles. Au nombre de 699, ils ont été sélectionnés parmi plus de 2000 candidats pour cette phase pilote. C'est une initiative du ministère en charge de la jeunesse et du Conseil national de l'économie informelle. L'objectif recherché est de renforcer les compétences des jeunes et d'offrir des opportunités aux entreprises informelles. Les entreprises du secteur informel aussi peuvent être des vecteurs pour soutenir les jeunes diplômés afin qu'ils comprennent et qu'ils se familiarisent avec le monde du travail et qu'ils comprennent comment les activités se mènent sur le terrain. Ça va contribuer à les former, à les sensibiliser, de sorte à ce qu'eux-mêmes ils puissent entreprendre. Le Premier ministre souligne que ces stages sont des moyens pour ces jeunes de mieux cerner le secteur informel. Il les exhorte surtout à se départir des complexes, car c'est un pan de l'économie qui occupe 89,3% de la population active. Nous avions prévu de faire une expérimentation, mais l'expérimentation est en train d'aller au-delà de nos espérances, avec l'engouement que l'on voit. La première phase, c'est Ouaga, mais comme vous l'avez entendu dans la salle, il y a plusieurs régions qui ont réclamé qu'on puisse étendre l'opération à cela. Et avec l'adhésion des uns et des autres, peut-être que le projet va aller plus rapidement que ce que nous pensions. Après ce lancement, le projet de placement des jeunes en stage dans les entreprises informelles reste ouvert. Et le président du Conseil national de l'économie informelle de lancer des appels. Ce n'est pas encore fermé.
tous les acteurs de l'économie informelle qui veulent prendre des stagiaires, c'est toujours possible. Il y a des fiches que vous allez prendre, remplir et puis reverser au Conseil national de l'économie informelle et on va lancer le communiqué pour prendre des stagiaires pour vous. Le lancement du projet de placement des jeunes en stage dans les entreprises informelles a été couplé avec le Forum national de l'économie informelle. Les représentants des 13 régions du monde informel ont ainsi exposé au chef du gouvernement leurs préoccupations avant de remettre leur contribution à l'effort de paix qui se chiffre à plus de 1 460 000 francs CFA. Sur le terrain de la lutte contre le terrorisme dans le Sahel, la gendarmerie d'Alcoma dans la commune de Falangoutou était à la riposte face à une attaque de grande envergure des groupes terroristes. L'ennemi finalement contenu hors de la base a été frappé et plusieurs de ses éléments neutralisés. Du matériel a également été récupéré. Le commentaire de Bienvenue Tansa. Ce jour 9 novembre aux environs de 5 heures du matin, une horde de criminels venus par centaines sur des motos et véhicules ont pris d'assaut la base de nos forces combattantes à Alcoma dans le Sahel. Plusieurs minutes de combats féroces ont opposé nos vaillantes forces à ces criminels qui ont fini par prendre leurs jambes à leur cou face à la riposte vigoureuse et la puissance de feu des vaillants combattants abandonnant plusieurs cadavres, des armes, motos et logistiques diverses. Alertés, les vecteurs aériens arriveront aussi et prendront le relais en observant l'ennemi en débandade vers l'est. Ils sont pris en chasse jusqu'à Karganol au sud de Falangoutou où ils se mettent à l'abri sous quelques arbres. Il n'y aura aucun temps de soigner les blessés. Un important groupe est verrouillé et frappé avec succès. Et c'est la débandade encore dans les rangs des rescapés qui se débrouillent pour atteindre la frontière et traverser côté Niger comme à l'habitude. Ils sont suivis. Ils traversent effectivement la frontière, puis sous un verger à 3 km de la frontière sur le territoire nigérien, ils s'installent dans un verger se croyant sauvés. Les vecteurs nigériens embusqués attendaient impatiemment la passe. Ils prennent le relais et frappent à plusieurs reprises le verger. La plupart sont neutralisés et leur logistique brûlée. Des rescapés qui ont pu atteindre le plot logistique de carburant qui leur sert à ravitailler leur moto et soigneusement camouflés sous un grand arbre sont ciblés par les vecteurs nigériens et frappés avec succès. Les opérations se poursuivent. Nous poursuivons cette édition dans le secteur des entreprises et à un niveau un peu plus élevé. Il est question de la promotion des normes internationales. Les chefs d'entreprise des PME-PMI ont été réunis à cet effet par le réseau burkinabé des experts à l'occasion de la 3e édition des Journées de la responsabilité sociale. Les détails avec Kassoum Milogo et Adama Julien Dambélé. Chefs d'entreprise, responsables de PMI, PME, élèves et étudiants. Ils sont tous ici à l'école de la responsabilité sociale des entreprises au Burkina Faso, RSE.
Une troisième édition qui vise la promotion des bonnes pratiques conformément aux normes internationales pour un fonctionnement adéquat des entreprises. C'est pour dire aux citoyens, aux grandes entreprises, mais aussi aux petites entreprises qu'elles ont une responsabilité, surtout dans le contexte actuel de notre pays, à participer au développement économique, social et écologique du Burkina. Une responsabilité sociale qui engage autant le public que le secteur privé. Et à cette occasion, invite est faite à l'ensemble des participants à une meilleure implication dans la RSE pour des entreprises plus épanouies. C'est pour ça que l'UICN, qui fait la promotion des solutions fondées sur la nature, a accepté volontiers de soutenir cette journée et de commencer à développer un partenariat avec le réseau burkinabé des experts en RSE. La question de la responsabilité sociale des entreprises interpelle tout le monde. Et c'est surtout une actualité pour le contexte que nous connaissons, caractérisé par la reconquête du territoire et la résolution de la crise humanitaire. Pour résoudre la crise humanitaire, on a besoin de la contribution de tout le monde, même les entreprises. Porté depuis 2020 par le réseau burkinabé des experts en responsabilité sociale des entreprises, ces journées se tiennent cette année sous la thématique de l'institutionnalisation de la RSE. Au ministère des Affaires étrangères, on réfléchit sur la coopération décentralisée et la mobilisation de la diaspora au développement local. Plusieurs communications sont prévues à cet effet au cours d'un atelier réunissant près d'une soixantaine de participants. Il permettra également de mettre en lumière le rôle essentiel de la coopération décentralisée. Les précisions avec Hassan Guébré et Paul Yabré depuis Tinkodogo. Cet atelier d'information et de sensibilisation va mettre l'accent sur le rôle clé du ministère des Affaires étrangères dans l'accompagnement des collectivités territoriales, des ONG et des associations en matière de coopération. L'objectif est de renforcer et promouvoir davantage les actions visant à améliorer la coopération décentralisée au Burkina Faso. Ça va nous permettre d'harmoniser nos points de vue, d'être en symbiose avec les autres secteurs, les autres départements ministériels, afin de mieux gérer ce secteur de la coopération décentralisée. Coopération décentralisée à l'aune de la politique de diversification des relations de partenariat, procédure d'établissement des relations de coopération décentralisée au Burkina Faso sont entre autres les communications qui vont ponctuer ces 3 jours de travaux. Vous savez que notre région, nous sommes adossés à deux pays, donc le Togo et le Ghana. Et c'est vrai que ces PDS qui sont en contact avec les populations de ces pays étrangers-là ont besoin de certaines formations, de certains rudiments pour pouvoir quand même assurer une bonne coopération. Une visite terrain de quelques infrastructures de la commune de Tinkodogo, réalisée dans le cadre de la coopération décentralisée, viendra clore les activités de cette 4e session d'information et de sensibilisation. Cet autre titre de l'actualité avec la saisie ce 8 novembre de plus de 300 caisses de cyanure, un produit hautement dangereux pour la santé humaine et environnementale. La saisie a été opérée dans 3 entrepôts de la ville de Puitenga et chaque caisse contient, tenez-vous bien, plus d'1 tonne de ce produit. La valeur totale estimée à plus de 500 millions de francs CFA, le ou les propriétaires ne sont pas encore identifiés, mais les recherches se poursuivent. Le témoignage de Daouda Ouattara et Oumou Sissé. Gros coup de filet de la douane burkinabé à Puitenga. Plus de 317 tonnes de cyanure saisies dans 3 entrepôts de la ville. L'histoire a débuté par la saisie de ces 2 camions suite à un appel anonyme. Nous avons mené donc nos investigations pour vérifier ce renseignement. Nous sommes tombés donc sur des dépôts inopinés. Comme vous le voyez ici, nous sommes tombés sur à peu près 317 colis de cyanure. Et chaque caisse contient 1 tonne 100 kg de cyanure. Avec cette saisie, la douane burkinabé peut être fière du travail abattu par ses agents. Ce que nous avons ici comme produit, c'est un produit dangereux dont les conditions de stockage devaient être encore plus maîtrisées. Donc en matière de protection de l'environnement,
de protection aussi des hommes, on devrait quand même veiller à ce que ces genres de produits ne soient pas stockés dans ces endroits-là. Aussi, en matière de recettes, il faut se dire que c'est un dépôt où, jusqu'à présent, nous n'avons pas vu donc, de documents concernant donc, la douane. Donc nous supposons que c'est les droits et taxes qui échappent à l'administration. Nous pouvons dire que cette saisie représente à peu près 500 millions de francs CFA. Malgré les premières investigations, aucune trace du propriétaire ou des propriétaires de ces marchandises. Mais selon l'inspecteur des douanes Georges Meda, les investigations se poursuivent. Cette saisie a été menée en collaboration avec la police nationale et celle municipale de la ville de Puitenga. Un bon titre dans l'actualité également, le mouvement de grève qui secoue l'université Joseph Kizerbo depuis 24 heures autour de la fédération estudiantine et scolaire pour l'intégrité du Burkina. Plusieurs revendications sont portées à l'endroit des autorités. L'on pourrait citer la suspension du système LMD, la réduction des tarifs pour le transport en commun des étudiants ou encore les conditions pour bénéficier de services de qualité du SENU. Cet après-midi, une rencontre a eu lieu entre les responsables du ministère de tutelle, ceux du SENU et de la SOTRACO. Les développements avec Maria Matamboura. Ils avaient réclamé un cadre d'échange pour parler de leurs revendications. C'est désormais une chose faite. Le ministère en charge de l'enseignement supérieur reçoit la fédération estudiantine et scolaire pour l'intégrité au Burkina Faso. Sur la table des échanges, la question du régime d'études, le chevauchement des années académiques, la connexion Internet et la réduction des tarifs de la SOTRACO. Nous avons passé en revue ces éléments et nous avons dit clairement ce qui est faisable immédiatement, ce qui n'est pas faisable aujourd'hui et qu'est-ce qu'on peut faire aussi de façon en tenant compte des aspects pédagogiques. Actuellement, il faut dire, comme on l'a dit, c'est le projet de la connectivité qui est en cours et nous espérons que d'ici quelques mois, ce sera effectif. Il y a la question, par exemple, qui est liée à la SOTRACO, avec la révision du coût du trajet. Je crois que la FECIBF demande que si on veut faire un seul trajet pour aller à Thomas Sankara, l'université Thomas Sankara de Ouagadougou, que le ticket puisse coûter à 200 francs, alors qu'actuellement, le ticket est à 1000 francs. Pour la SOTRACO, ils encouragent plutôt à ce qu'il y ait un abonnement mensuel de 3000 francs ou un abonnement hebdomadaire de 1000 francs. C'est pourquoi j'ai dit tout ça, ce sont des éléments d'échange qu'il faut voir. Si pour le ministère, ces échanges sont un pas vers une sortie de crise, la FECIBF estime que cette rencontre n'est qu'une prise de contact. Bien que la plateforme revendicative soit passée en revue, la fédération exprime son insatisfaction quant aux résultats de ce tête-à-tête. C'est des promesses, voilà, mais des promesses qu'on ferait ça quand exactement. Voilà, donc pour nous, jusqu'à présent, le ministère n'a pas dit réellement, on fera ça dans telle période. En fait, c'est la bonne information qu'on voulait ce soir pour transmettre à nos camarades. Bon, mais en soi, si on va dire aux camarades que non, qu'ils vont faire ça dans telle période sans préciser, demain, c'est comme si nous-mêmes, on n'est pas vraiment honnête envers nos camarades. Voilà pourquoi on a demandé au ministère vraiment de créer un cas d'échange réellement pour qu'on puisse savoir à quand est-ce qu'on va débuter les choses, pour que tout le monde soit au même niveau d'information. Sur l'un des points chauds des revendications, à savoir la suspension du régime des études, le ministère se veut clair. La question n'est pas envisageable. D'un point de vue pédagogique, on ne peut pas suspendre. Si vous suspendez, tous les acteurs qui sont sur l'université, il n'y a rien. Il faut quelque chose quand même, il y a un régime des études. Et actuellement, c'est ce régime des études qui est là. Nous sommes dans l'application. Effectivement, le dialogue va commencer et pour que nous puissions aller de l'avant. À défaut de la suspension, la FECIBF propose de mettre des moyens pour alléger les difficultés que les étudiants rencontrent avec ce régime d'études. Donc pour nous encore, il faudrait que l'administration, si elle dit qu'elle ne va pas suspendre, il faut que tous les moyens pour que les difficultés soient de ce régime-là puissent être réglées. Sinon, à défaut, les gens continueront de dénoncer ce qui ne va pas. Pour l'instant, la grève est levée et la fédération demande un autre cadre d'échange avec les différentes structures qui sont rattachées au ministère de l'Enseignement supérieur afin de se pencher réellement sur le problème. Dans un autre registre, le mouvement sunnite organise une campagne d'établissement de la CNIB au profit des femmes depuis le 6 novembre et ce jusqu'au 10 prochain. L'activité est financée par le bureau régional du centre. Le témoignage de Sié Lassina Ouattara et Pinidie Yanou. Inscription,
Prise de photos d'identification, c'est une campagne d'établissement de carte d'identité nationale burkinabé au profit de ces femmes musulmanes. L'initiative est facilitée par le mouvement sunnite du Burkina Faso à travers son bureau régional du centre. Notre objectif, c'est quoi? C'est pour aider nos sœurs et nos femmes à avoir les pièces d'identité facilement. C'est ce qui a fait motiver le bureau régional du centre et avec son démembrement de faire donc en tout cas cette opération. Nous remercions le gouvernement qui a choisi de nous aider dans tout ça et nous implorons Dieu qu'il aide les hauts niveaux de ce gouvernement, que le problème donc qui existe dans notre pays, que Dieu fasse que ce soit des rappels après. Ma satisfaction va au-delà de la reconnaissance envers le mouvement sunnite du Burkina, ainsi que l'ensemble des peuples burkinabés et tous ceux qui ont contribué. La campagne concerne 1500 bénéficiaires. Débutée ce 6 novembre, elle se poursuit jusqu'au 10 novembre prochain à la mosquée centrale sunnite de Ouagadougou. 70 millions de francs CFA pour la réhabilitation de la grande mosquée de Dioulasoba, un périple désormais souvenir que les différents acteurs saluent à sa juste valeur. Instant retrouvailles et remerciements sur place à Bobo avec Ali Traoré. C'est une cérémonie de prière et de présentation de la grande mosquée de Dioulasoba après les travaux de réhabilitation. Des travaux financés en grande partie par des opérateurs économiques du pays. Cette cérémonie se veut donc une tribune de reconnaissance à ses bonnes volontés. C'est un message de remerciement et de prière. Vraiment, on prie beaucoup pour eux, que Allah les exauce nos prières. Ces travaux de réhabilitation de la grande mosquée de Dioulasoba ont concerné le grand minaret effondré en 2021 et bien d'autres. Le travail effectué, c'était la construction du minaret. Ensuite, on a fait le crépissage de tous les bâtiments en terre. En même temps, on a fait les peintures avec la sonorisation et puis le soleil. La mosquée est éclairée aujourd'hui avec les panneaux solaires. On a refait les toitures carrément. Au cours de cette cérémonie, les fidèles ont également prié pour le retour de la paix au Burkina Faso. Après cette étape, les hôtes du jour ont visité la mosquée afin de s'imprégner de la qualité du travail abattu. La magistrature burkinabé a rendu hommage en ce jour à Edouard Ibrahim Matani. Le premier magistrat de la Haute-Volta et ancien ministre de l'Information a tiré sa révérence ce 7 novembre à Bobo-Dioulasso. En partance pour Fada où il sera inhumé, une escale est faite au Conseil d'État où le regretté a reçu les adieux de ses pairs. Le témoignage de Daouda Ouattara et Moumouni Wanga. Le monde de la justice rend hommage à un pionnier. Edouard Ibrahim Tani a définitivement rangé la torche dans la nuit du 7 au 8 novembre 2023 à Bobo-Dioulasso. Premier magistrat de la Haute-Volta, aujourd'hui Burkina Faso, sa famille reçoit ici au Conseil d'État une attestation de reconnaissance pour service rendu. Ce que je sais de lui, c'est que c'est un devancier à la magistrature qui a beaucoup œuvré pour la justice. Il porte le numéro matricule 30 0001. Ça veut dire qu'en quelque sorte, il est le premier magistrat voltaïque qui est parti faire sa formation après l'indépendance et qui est revenu au pays pour animer la justice. Donc symboliquement, nous ne pouvions pas ne pas marquer le coup lorsque nous apprenons que cet aîné-là s'en est allé. Pour ses anciens collaborateurs, Edouard Ibrahim Tani était un modèle, un formateur qui avait le sens du travail bien fait. Il était le premier magistrat de Haute-Volta, 30001. Je peux vous rappeler à cette place-là que le président Maurice Yamégo a fait vider le marché de Ouagadougou pour qu'il vienne assister à la prestation de serment de la première promotion 62 de magistrat voltaïque. Donc Tani Edouard, pour moi,
c'était un ami et c'est un frère. Nous avons vécu pendant 64 ans. Je suis de la génération charnière entre la génération de Feu Tani et les magistrats qui sont à la retraite aujourd'hui. Et ce que je peux lui dire, merci. Merci parce que c'est lui qui a parfait notre formation au retour de l'école de la magistrature de Paris. Nous le sommes reconnaissants et nous le resterons reconnaissants. C'est lui que le monde de la justice plaire aujourd'hui à occuper de hautes fonctions, entre autres procureur près la Cour suprême et ministre de l'information du Burkina. Après les hommages rendus au Conseil d'État, le cap est mis sur Fadan Gourmand, où Edouard Ibrahim Tani sera inhumé le 10 novembre 2023. Attaque de grande envergure anéantie dans le Sahel, une riposte apportée par les forces combattantes d'Al-Koma. On compte plusieurs morts côté ennemi et du matériel à récupérer. Le commentaire de Bienvenue Tansa. Ce jour 9 novembre aux environs de 5 heures du matin, une horde de criminels venus par centaines sur des motos et véhicules ont pris d'assaut la base de nos forces combattantes à Al-Koma dans le Sahel. Plusieurs minutes de combat féroce ont opposé nos vaillantes forces à ces criminels qui ont fini par prendre leurs jambes à leur cou face à la riposte vigoureuse et la puissance de feu des vaillants combattants abandonnant plusieurs cadavres, des armes, motos et logistiques diverses. Alertés, les vecteurs aériens arriveront aussi et prendront le relais en observant l'ennemi en débandade vers l'est. Ils sont pris en chasse jusqu'à Karganol au sud de Falangoto où ils se mettent à l'abri sous quelques arbres. Il n'y aura aucun temps de soigner les blessés. Un important groupe est verrouillé et frappé avec succès. Et c'est la débandade encore dans les rangs des rescapés qui se débrouillent pour atteindre la frontière et traverser côté Niger comme à l'habitude. Ils sont suivis. Ils traversent effectivement la frontière, puis sous un verger à 3 km de la frontière sur le territoire nigérien, ils s'installent dans un verger se croyant sauvés. Les vecteurs nigériens embusqués attendaient impatiemment la passe. Ils prennent le relais et frappent à plusieurs reprises le verger. La plupart sont neutralisés et leur logistique brûlée. Des rescapés qui ont pu atteindre le plot logistique de carburant qui leur sert à ravitailler leur moto et soigneusement camouflés sous un grand arbre sont ciblés par les vecteurs nigériens et frappés avec succès. Les opérations se poursuivent. Et c'est ce qui referme l'édition de ce soir. Merci à vous de nous avoir suivis. On se dit à demain, Dieu voulant.